sauf un petit peu de Chris, qui ne me connaît pas trop, mais donc, je suis Lila, j'ai 25 ans et je suis donc consultante en alcoolologie. Pour faire court, j'ai grandi sans mon père à la base, qui aujourd'hui je le connais et je l'aime très fort et il est présent ce soir, merci papa. Et donc j'ai grandi seule avec ma mère qui était dépressive et avait un goût prononcé pour l'alcool aussi. C'était compliqué, c'était un climat familial très compliqué. À l'âge de mes 9 ans, j'ai eu la chance, et je dis bien la chance parce qu'aujourd'hui j'en ai tiré beaucoup de bénéfices, de connaître l'humiliation d'un viol. Ensuite, à mes 11 ans, j'ai commencé à découvrir l'alcool et j'ai forcément pris goût parce que c'était le seul moyen pour moi d'avoir un petit peu de bonheur dans ma vie, d'un peu de plaisir, de l'euphorie, tout ce qui est en relation avec le bonheur. Et donc à mes 14 ans et demi, je suis devenue totalement dépendante et je buvais vraiment tous les jours. Donc ensuite, tout ça, ça m'a amené à avoir une extrême violence en moi. Et donc j'ai vu une pédopsychiatre qui a dû me mettre sous traitement médical très jeune. Donc le mélange des deux, c'était pas très bon pour moi. Et donc à mes 19 ans, lors de ma première cure, quand j'ai réalisé que j'avais un problème d'alcool, on m'a annoncé que j'avais un problème à mon foie qui était très endommagé. Forcément avec tous les cachets que j'ingurgitais plus l'alcool, ça faisait pas du bien à mon foie. J'ai fait beaucoup de overdoses aussi qui m'ont conduite certaines à l'hôpital entre cachets et médicaments. Donc c'était pas bien bon. Ensuite, après mes 19 ans, malgré qu'on m'ait annoncé mes problèmes de foie, ça m'a pas arrêté. Ça m'a pas motivé vraiment assez à arrêter de boire. J'avais beau faire des cures, des cliniques psychiatriques aussi que j'ai fait, mais à chaque fois j'avais toujours ce mal-être en moi en fait, qui restait. J'arrivais pas à trouver juste le bonheur. Donc, ce qui a vraiment changé ma vie par la suite, j'ai rencontré un homme en cure, forcément, donc c'est pas le bon plan du tout. Je pense qu'on est plusieurs à savoir. Ce qui s'est passé, c'est que c'était un homme non seulement violent, mais il y avait d'autres choses encore plus graves. Donc j'ai vécu un vrai enfer avec cet homme. Et donc non seulement je me levais le matin avec la peur de mourir, mais il y avait la peur qui s'en prenne à mes animaux, la peur qu'il me vole parce qu'il passait son temps à me voler de l'argent, à me voler tout ce que j'avais. Alors quand on vit sous le même toit, on a beau cacher à des cachettes différentes, la personne trouve toujours. Donc voilà. Et en fait ça s'est terminé, cet homme quand il consommait beaucoup, il partait dans des délires schizophréniques. C'est-à-dire c'était pas juste de la violence, c'est que quand il rentrait à la maison, qu'il était complètement saoul, il voyait en face de lui son ennemi. C'était le diable, c'était son ennemi, il fallait qu'il tue cette personne, c'est pas moi qui voyais. Donc forcément ça s'est terminé par des multiples agressions au coup de couteau, dont celle qui a marqué définitivement mon visage, qui a été la plus grave. C'est une chose qui a changé ma vie parce que le jour où j'ai réussi à avoir des preuves pour porter plainte, j'ai mis 3 jours à m'en remettre. Clairement j'ai pleuré pendant 3 jours parce que je réalisais pas la chance que j'avais d'avoir pu sortir de cet enfer. Alors forcément il y a eu le contre-coup parce que je l'ai envoyé en prison, donc j'ai culpabilisé beaucoup et à ce moment-là je suis tombée dans la cocaïne. Donc il y avait toujours l'alcool qui était présent, mais il y avait la cocaïne aussi. Et puis finalement, quelques mois après, à peu près 6 mois après, je suis pas restée longtemps dans la cocaïne, mais j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il fallait vraiment que je sois heureuse parce que j'avais une chance inouïe d'être restée vivante malgré tout ça. Donc j'ai fait ma dernière cure dans laquelle j'étais avec Thierry justement. Et peu de temps après, j'ai découvert la méthode qui m'a permis d'être à 100% heureuse. Voilà. Donc maintenant j'ai une question, est-ce que vous savez ce que c'est, ce que signifie le mot dépendance exactement? Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien avec la fréquence ou la quantité que la personne consomme. C'est-à-dire que même si la personne elle boit un seul verre par jour, du moment qu'elle ne peut pas se passer de son verre par jour, elle sera dépendante. Pareil pour quelqu'un qui boit qu'une fois par semaine ou même par mois, si elle ne peut pas se passer de boire une fois par semaine ou une fois par mois, elle sera dépendante. C'est vraiment une question, c'est pas une question de quantité ou de fréquence, c'est le fait de ne pas pouvoir s'en passer. Et est-ce que du coup tu sais qu'est-ce qui se passe dans le corps pour que la dépendance se crée? Quel est le phénomène qui crée la dépendance?
Moi j'appelle ça les hormones du bonheur. Ouais. Il y a pas mal de monde qui appelle ça comme ça. La zone, c'est une zone carrément qui est stimulée. Par exemple, quand on mange une glace, quand on prend un bain, enfin, tout ce qui nous procure du plaisir est stimulé cette zone. Le noyau, la zone. Et du coup, en fait, l'alcool, c'est vrai qu'il agit sur ce. Mais en fait, le phénomène qui se produit, c'est que vu que l'alcool agit justement sur cette zone, il produit plus de plaisir. Et donc, le cerveau, d'un moment, il se dit il y a une surdose de plaisir, il faut que je régule. Et il arrête d'en fabriquer, il arrête de donner des hormones de plaisir, il arrête. Donc, forcément, quand le cerveau il arrête, et qu'il se rend compte qu'il n'y en a plus, du coup, il en demande, et le corps en demande, il a besoin du produit pour avoir cette. Plus on habitue le cerveau à ces hormones qui sont pas produites par le corps même, du coup, forcément, le cerveau après il arrête de fabriquer. Oui, parce que le corps il s'adapte. C'est comme un médicament, quand on prend des médicaments, le corps il s'adapte. Exactement. Comme les antibiotiques. Ce qu'il faut bien savoir aussi, et je pense qu'on sait, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand même, vu que c'est l'alcool qui remplace les hormones du plaisir, il n'y a plus du tout aucun plaisir. Enfin, la personne n'éprouve plus de plaisir pour quoi que ce soit finalement, mis à part pour le produit quand il vient dans le corps. C'est le seul plaisir qu'elle va éprouver. Voilà. Est-ce que vous savez à partir de quel âge on commence à consommer de l'alcool? De toute façon, c'est vraiment à tout âge. Hein. C'est vraiment à tout âge. Moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, je ne sais pas si vous avez des enfants, ils sont à l'école quand les parents ils préparent les goûters pour les récréations. Justement, ils mettent des goûters dans le cartable de leurs enfants, ou même quand ils rentrent de l'école, ils leur donnent des goûters. En fait, ce qui est super important de savoir quand même, c'est que c'est fabriqué à base d'alcool. Ça veut dire que vous pouvez lire les ingrédients, c'est marqué, hein, c'est marqué alcool. Et alors clairement, il y a le goût d'alcool dedans. Ça veut dire que moi, je m'en suis rendu compte, depuis que je ne consomme plus, je repère l'alcool très vite dans les aliments. Et en mangeant, je me suis dit, c'est pas possible, il y a de l'alcool là-dedans. J'ai senti le goût de l'alcool. Hein. Donc ça veut dire que l'enfant, déjà tout jeune, il est habitué à 5-6 ans au goût de l'alcool et il associe ce goût à quoi? À la récompense de la rentrée de l'école, au goûter, au plaisir de la récréation. Donc c'est vraiment, apparemment c'est normal. En fait, le pire, c'est les fœtus qui sont exposés quand ils sont même pas encore nés. Oui, il y a aussi ça, hein, les parents les mères enceintes qui consomment déjà. Mais bon, de toute façon, on va rebondir justement sur ce que tu dis pour parler des conséquences justement de l'alcool. Donc est-ce que vous avez une idée des conséquences mineures de quelqu'un qui ne consomme pas quotidiennement mais qui commence à consommer régulièrement et qui n'est pas encore dans un état trop avancé d'alcoolisme? Est-ce que vous avez une petite idée des petites conséquences les moins graves déjà? D'accord. Donc niveau mémoire, ça peut être l'oubli d'aller chercher son enfant à l'école, l'oubli d'aller voir une personne importante et qui en a besoin. Ça peut être des oublis tellement bêtes, mais finalement qui, à force de se répéter, on perd la confiance de nos proches. Les proches, ils ont plus confiance en nous, et ça peut être pareil au niveau activité professionnelle. Donc ça veut dire que le chef ou le patron, au bout d'un moment, il perd confiance en son employé, et ça crée beaucoup de conflits, de problèmes. Et pareil, la deuxième conséquence, c'est quand même la fatigue sur le corps. C'est-à-dire que le corps, il passe son temps à lutter contre ce produit. Parce qu'on entend souvent, par exemple, dans le reportage à la télé, il faut tant d'heures pour éliminer un verre d'alcool. Ça veut dire que éliminer, ça veut dire que le corps, il veut l'éliminer, ça veut dire qu'il lutte, parce qu'il considère ce produit comme étant toxique. Ce qui est normal, c'est toxique. Mais du coup, le temps qu'il passe à vouloir éliminer ce produit, c'est un temps où il se fatigue. Alors forcément, quand on consomme peut-être au moins 3 fois par semaine, déjà, le corps, il s'épuise d'une force. Bien, on a beau faire des grasses matinées le week-end pour essayer de rattraper, on ne rattrapera rien du tout le week-end. La semaine d'après, on sera fatigué. Donc, après, il y a des conséquences majeures qui viennent, qui commencent à être beaucoup plus graves. Est-ce que vous avez une idée de celle-ci? Ouais. Suicidaire. Alors ça vient même avant les maladies physiques. Justement, il y a les maladies psychologiques, psychiques. Donc justement, il y a la dépression, il y a la bipolarité qui est très très courante. Moi, on m'a déclaré en tant que bipolaire à l'époque. Hein. Donc aujourd'hui, je ne suis plus du tout. Hein. Donc voilà. Il y a aussi des cas de schizophrénie, justement. Alors c'est souvent lié... c'est souvent les personnes qui consomment l'alcool plus le cannabis. Mais alors, sachant que les personnes qui consomment l'alcool, ça arrive aussi, il y a des cas de schizophrénie. C'est vrai que c'est quand même plus souvent quand ils mélangent l'alcool plus le cannabis. Mais ça arrive quand même aussi. Donc, et ensuite, donc, il y a les maladies physiques aussi qu'on parlait du coup. Donc, comme tu disais, le foie, les maladies intestinales, les problèmes de rate, de cœur. Il y a énormément de les pancréatites. Puis après, il y a tout ce qui est cancer. Ça peut vraiment être un cancer de n'importe quel membre. C'est vraiment, voilà.
Donc après, il y a aussi tout ce qui est les maladies liées au surpoids. Parce que c'est vrai que l'alcool est très très calorique. Donc il y a beaucoup de sucre dans le sang, dans le corps. Donc toutes les maladies liées au surpoids et surtout aussi le diabète. Le diabète qui est très 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 courant et qui se finit souvent par des amputations de jambes, donc ça va très loin quand même. Pour générationnel. Ouais, après, moi je pense vraiment en premier, les plus graves, enfin ce qui vient en premier lieu, c'est les maladies psychiques qui sont ultra courantes. Je veux dire, et peut-être dans un centre de cure sur 50 personnes, il va y en avoir peut-être 45 qui auront diagnostiqué les problèmes des maladies psychiques. Je tiens à remercier particulièrement les personnes qui sont venues lors du meet-up au mois d'août 2019. J'aimerais aussi remercier les personnes qui ont visionné cette vidéo, qui est un court résumé de ce meet-up justement. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, je ne traite plus uniquement les problèmes d'addiction liés à l'alcool, mais également les addictions à la cocaïne, le cannabis et les médicaments. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie.